Alors bonjour, merci pour l'invitation. Après avoir parlé l'année dernière des neuroleptiques dans les troubles psychocomportementaux, j'ai élargi le sujet sur la gestion globale des neuroleptiques. Donc on sait qu'en France on consomme beaucoup de neuroleptiques, ce d'autant que vous êtes une femme, ce d'autant que vous êtes en institution, et ce d'autant que vous êtes patient atteint de maladie d'Alzheimer, parce que vous avez un risque multiplié par 6 d'être traité par neuroleptiques si vous êtes atteint de cette maladie. Pourquoi ? Parce que ça coûte pas cher. Au bout du compte, un flacon de Risperdal, c'est 50 euros. C'est 400 fois moins cher qu'une infirmière par rapport à la même durée de prescription. Et puis un flacon d'Aldol, c'est encore beaucoup moins cher, c'est 1,5 euros. Vous vous rendez compte, pour un mois et demi de traitement. Je suis sensible à la remarque de Mme Forêt sur la collaboration avec les médecins traitants et médecins généralistes, puisqu'au bout du compte, on se rend compte que la plupart des prescriptions sont faites par les médecins généralistes. Donc il y a un énorme travail de collaboration à faire autour de cette question. Et il est vrai quand même, il faut le dire, qu'on a peu d'études qui répondent à nos problématiques du quotidien, quoi. Nos patients ne sont pas des gold standards qui sont ceux observés dans les études de neuroleptiques. Ils sont polypathologiques, ils sont plus compliqués que dans les études. Donc on a du mal, peut-être parfois, à bien justifier la prescription. Mon propos va se faire en 3 temps. Premièrement, il me semble important de voir au bout du compte dans quelles conditions il n'est pas du tout intéressant d'utiliser les neuroleptiques, alors qu'ils sont utilisés. Deuxièmement, de voir quelles sont les indications qui sont préconisées aujourd'hui pour les neuroleptiques et d'avoir une réflexion aussi sur les bonnes conditions pour utiliser les neuroleptiques avec ce qui a été dit déjà précédemment. On a quelques éléments de réponse. Premièrement, il n'est pas du tout intéressant de prescrire des neuroleptiques dans toutes ces situations-là, et pourtant, ils peuvent l'être prescrits, notamment par rapport à l'anxiété, même si sur un trouble anxieux généralisé, dans l'hypocondrie, dans des dépressions majeures sans signes psychotiques, dans les troubles du sommeil, bref, il n'y a aucune étude qui montre qu'il y a un bénéfice à mettre un neuroleptique dans ces conditions. Au contraire, les risques sont plus importants que les bénéfices. On sait bien que donc, chez le sujet âgé, les risques sont importants. On parlait de modifications pharmacocinétiques. Il y a beaucoup de conditions pour que le neuroleptique soit encore plus délétère chez le sujet âgé. Alors, la traduction de ça, c'est qu'on donne un neuroleptique, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'en fait, ils sont souvent lipophiles et ils s'accumulent dans la graisse. Ça ne marche pas, on en redonne un autre, on en redonne un troisième, et au bout du compte, on a un effet de bombe à retardement avec donc des effets indésirables majeurs après la prise répétée de neuroleptiques. Ce qui nous fait aussi penser à la solution donc, des neuroleptiques injectables qui sont probablement à ne pas utiliser chez le sujet âgé. Les effets indésirables, ils sont nombreux, ça c'est illisible, c'est fait exprès, c'est pour faire comprendre qu'on est dans une situation complexe. C'est pas moralisateur aussi, hein, c'est parce qu'on a bien vu avec Hermine Lenoir aussi que quand on rentre en UCC, on a des neuroleptiques, quand on sort de l'UCC, on a encore des neuroleptiques. Donc il y a une place aux neuroleptiques, il faut juste raisonner. Parmi tout ça, au bout du compte, ce qui est la conséquence de cette prescription, c'est qu'on a des patients qui vont perdre leur autonomie et qui vont chuter. La chute, on a des éléments pour décrire ces problématiques-là. Donc ça, c'est une étude canadienne, rétrospective, et on se rend compte que des neuroleptiques atypiques ou classiques ont des conséquences donc, au niveau donc, du risque fracturaire, notamment au niveau de la fracture du col du fémur. Et c'est pas seulement au début de la prescription, c'est tout au long de la prise du traitement de neuroleptiques. Et ce qui est intéressant aussi à voir par rapport aux chiffres qui vous sont proposés, c'est que ce n'est pas forcément avec des doses importantes de neuroleptiques. On en a parlé, donc je passe vite fait sur les effets anticholinergiques et leurs conséquences. Le parkinsonisme, on l'a évoqué, Philippe Chassagne en a parlé. Donc une étude rétrospective, donc 25 000 patients de plus de 66 ans, un suivi important, donc près de 12 000 années personnes sous antipsychotiques, et on observe à ce moment-là près de 500 maladies de Parkinson. Donc on voit que sous neuroleptiques, on voit émerger donc, des maladies de Parkinson, plus sous les neuroleptiques classiques que les neuroleptiques atypiques, mais que si vous augmentez les doses, y compris avec les atypiques, vous avez généré des maladies de Parkinson, des syndromes extra-parkinsoniens. Donc il y a des études qui montrent que la kétiapine et la clozapine sont associées à un plus faible risque. Donc on tend à penser que c'est des choses qui seraient intéressantes, des médicaments, des molécules intéressantes dans la maladie de Parkinson, si besoin, ou dans la démence de Cordolévi. Et vous savez que dans la démence à Cordolévi, on a signalé une plus grande sensibilité aux neuroleptiques, et que de ce fait aussi, et du fait d'une diminution d'un déficit cholinergique moins important dans la DCL, on est peut-être plus tenté à mettre des
démentiels type anticholinésterasique pour les troubles du comportement plutôt que des neuroleptiques, même si les publications sont globalement décevantes. Comme classiquement, on a un syndrome métabolique, mais là je passe extrêmement vite parce qu'en fait chez le sujet âgé, c'est pas tellement la problématique. Si on cherche quand même un peu à creuser, les neuroleptiques atypiques ne bougent pas la pression artérielle. Donc ça, je demanderai confirmation à Olivier, mais j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Et les publications au bout du compte chez le sujet âgé avec le syndrome métabolique sont vraiment peu nombreuses. Alors, ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est problème avec accidents vasculaires cérébraux. Donc rappelez-vous, en 2000, on a une alerte parce qu'il y a un groupe de pharmacovigilance européen qui montre, enfin qui débusque le fait qu'il y a plus de décès d'accidents vasculaires cérébraux sous Méléril. Il y a un consortium après anglais qui fait une revue de littérature et qui commence à dire que là, il faut vraiment se méfier et que la probabilité de décès est augmentée et vérifiée. Et en France, en fait, on a une alerte en 2004. Et c'est pour le Zyprexa, dans le cas de la démence, où on a une incidence 3 fois plus élevée d'accidents vasculaires cérébraux et de 2 fois plus élevée de décès. Et par extension, on met une prudence aussi sur un autre neuroleptique atypique qui est le risperdal. Et globalement, quand on refait la littérature, le risque d'accident vasculaire cérébral, il est augmenté sous toute forme de neuroleptique. Sur 90 000 sujets, de façon rétrospective, on a 2,9 décès subis pour 1000 patients année. Et si on augmente les doses, on augmente encore le risque. Donc on a en fait un risque qui est important aussi sous neuroleptique atypique. Ce qu'on peut montrer aussi, c'est que ce risque il est plus important au début de la prescription du neuroleptique et qu'à 3 mois, le risque d'AVC est égal à celui des patients sous placebo. Ce qui est intéressant aussi à voir, et du coup, dans la pratique, ce qui est important, c'est d'aller chercher forcément toutes les pathologies cardiovasculaires du sujet âgé pour prendre des précautions avant la prescription du neuroleptique. Par rapport à l'allongement du QT, donc on a un risque de mort subite qui est multiplié par 2,4 sous neuroleptique. Donc, ce d'autant qu'on a des problématiques cardiaques, notamment soit des anomalies au niveau du QT, avec un QT long, soit des médicaments qui vont interférer et potentiellement générer des troubles de la conduction, soit voir aussi des problèmes métaboliques comme les hypokaliémies. Et donc il est important d'aller aussi se renseigner sur les antécédents et sur les pathologies actuelles cardiovasculaires avant de prescrire le neuroleptique. Et donc il est de bon ton de faire un électrocardiogramme. On reste sur la sphère cardiaque et on montre en fait dans les études qu'il y a un risque d'infarctus du myocarde là aussi élevé. Et ce risque, il existe surtout au début, au début de la prescription, pardon. Et d'une façon générale, on retrouve aussi d'autres complications comme les thromboses veineuses profondes ou les embolies pulmonaires, peut-être par des propriétés au niveau des plaquettes et favorisant les thrombus. Donc on a des méta-analyses qui montrent que on va multiplier donc le risque de thrombose veineuse et d'embolie pulmonaire pour les neuroleptiques classiques, mais aussi pour les neuroleptiques atypiques. Alors on sait aussi qu'on a des problèmes donc, au niveau hématologique, c'est connu au niveau de la clozapine. C'est pas forcément que la clozapine, voilà, c'est pas forcément des agranulocytoses, c'est aussi des leucopénies, c'est bien documenté, ça nécessite une surveillance, et donc notre spécialité, c'est quand même une prescription compliquée et qui n'est pas donc fréquente. Autre effet indésirable, j'ai trouvé une étude sur l'accélération du déclin cognitif. On a donc la CATI study, c'est en fait une extension qui existe au départ chez les schizophrènes avec la prescription des neuroleptiques et qui à ce moment-là va, au niveau méthodologique, s'appliquer à des patients qui présentent des maladies d'Alzheimer. Et on se rend compte, en fait, au bout du compte, que la prescription de neuroleptiques chez ces patients-là est associée à une aggravation de la fonction cognitive d'une magnitude comparable à une année d'évolution par rapport au placebo. Donc, deuxième temps, quelles sont au bout du compte les indications qui sont reconnues de la prescription des neuroleptiques? Alors, le premier qui sort, c'est qu'on a la littérature, c'est le syndrome confusionnel. Donc, je ne reviens pas sur la définition. Donc, bien sûr que ce n'est qu'un traitement symptomatique, qu'il faut évidemment traiter la cause. Mais en tout cas, dans la littérature, c'est le traitement de référence. On a des publications à la fois avec des neuroleptiques classiques
à la fois avec des neuroleptiques atypiques, ou en France, on aime bien aussi les benzamines comme le thiapridal, et qu'au bout du compte, on n'a aucune étude qui permette de définir une supériorité du neuroleptique classique ou atypique. Toute la littérature anglo-saxonne sort aujourd'hui avec l'halopéridol, encore. Il y a des essais qui préconisaient en fait de prévenir le syndrome confusionnel, notamment avant les interventions chirurgicales pour fracture du col du fémur, par l'administration d'aldol, et qui montraient une réduction significative du risque de syndrome confusionnel. Mais si vous regardez tous les effets indésirables annexes, il n'y avait aucun bénéfice à faire un traitement préventif du syndrome confusionnel par un neuroleptique. Chez le sujet atteint d'une pathologie cognitive, en bout du compte, l'indication du neuroleptique est extrêmement tenue. C'est juste recommandé en premier recours en monothérapie pour un patient agité, donc un patient dément, agité avec des hallucinations. Et on vous écrit très précisément, ça remonte aux recommandations d'Alexopoulos, c'est plus discutable si le dément n'est pas halluciné, ni délirant, parce qu'on n'a pas de preuves précises. Donc ça fait réfléchir quand même sur la prescription quotidienne du neuroleptique chez le patient agité en différentes unités, type unité cognitivo-comportementale, mais ça fait vraiment nous poser des questions sur l'intérêt du neuroleptique. Dans les troubles du comportement, justement, est-ce qu'on a des choses claires aujourd'hui pour proposer le neuroleptique dans le trouble psychocomportementaux de la démence Alzheimer plus ou moins vasculaire, parce que les études ne sont pas forcément aussi distinctes. La risperidone, en fait, est le seul agent avec une efficacité solide, alors que ce soit dans la globalité ou plus précisément sur les items agitation ou délire. On n'a pas vraiment de preuves solides pour l'olanzapine et la quetiapine. Et par contre, on a quelques papiers, notamment récents, sur olanzapine et agitation. En tout cas, la quetiapine n'est pas recommandée par faute de preuves. Si on essaye de résumer un peu tout ce qui sort, que ce soit par rapport à la démence en général, la démence avec les troubles psychotiques ou la démence et l'agitation, on se rend compte qu'en fait, les médicaments qui sont peut-être les plus intéressants sont ceux qui ont une charge anticholinergique moindre. Donc je rejoins le propos de Philippe Slassagne tout à l'heure. Quelle est la bonne dose ? C'est difficile à dire en fait. Et il y a en fait un consortium, enfin en tout cas un consensus américain de collègues qui travaillent en secteur de long séjour, qui ont produit des recommandations et qui proposent au bout du compte les doses optimales chez le sujet âgé. Donc je vous les laisse découvrir. C'est peut-être les cibles qu'on doit atteindre. Par rapport à ces effets doses, ça me semble important de réfléchir à ne pas sous-traiter, bien sûr, ne pas sur-traiter les patients en termes de doses. Est-ce qu'il y a une place dans la dépression ? Oui, s'il existe des symptômes psychotiques. Ce qui ne veut pas dire que c'est une dépression grave, enfin en tout cas sévère, ou une dépression avec anxiété. C'est avec des symptômes psychotiques. Il y a une place aussi dans la schizophrénie, donc là c'est un maniement plus particulier. C'est une collaboration avec les psychiatres, donc c'est des doses aussi qui sont plus élevées, et c'est des patients qui sont au long cours sous traitement neuroleptique. Combien de temps il faut traiter les patients ? Il n'y a pas beaucoup de réponses dans les essais cliniques. Ça va d'une semaine dans le syndrome confusionnel à vie dans la schizophrénie, donc c'est vraiment des ambiances complètement différentes. Et le groupe d'experts américains que je vous citais tout à l'heure, en fait, vous propose d'arrêter les neuroleptiques au bout de 6 mois, de façon systématique. En cas d'échec consécutif, le traitement sera maintenu. Et il vous propose donc de le faire progressivement, et en tout cas de vous interroger systématiquement sur l'intérêt du neuroleptique et de proposer un arrêt le plus souvent. Et cette diminution de prescription des neuroleptiques devient même un marqueur de qualité des établissements. C'est dans ce sens-là aussi que dans les UCC, on était très sensible à la prescription des psychotropes, avec l'idée que toute la réhabilitation cognitive ou comportementale pouvait à ce moment-là améliorer le patient et diminuer les troubles du comportement sans utiliser forcément le médicament. Au bout du compte, ce n'est pas ce qu'on observe. Est-ce qu'il faut donc arrêter ou pas ? 606 patients dans cette étude, en EHPAD, une ambulatoire, une qui est mixte. 8 des 9 essais n'ont signalé aucune différence significative globale entre les groupes principaux sur les troubles du comportement. J'arrête, je ne change pas mon profil de trouble comportemental, je n'ai pas mon NPI qui bouge. Par contre, on a des rechutes qui sont plus rapides si le patient a vraiment des symptômes psychotiques. Donc oui, il faut probablement se questionner.
probablement que dans la plupart des cas, il faut arrêter le neuroleptique. Il y a peut-être des situations qui sont plus compliquées si les patients présentent des symptômes psychotiques. Par rapport à la dose, il y a un adage que j'aime bien, c'est qu'à petite dose, on a tous les effets indésirables sans les effets escomptés. Et puis à haute dose, vous avez tous les effets indésirables, y compris aussi avec les neuroleptiques atypiques. Donc ça, c'est une vieille étude. Et globalement, donc, voilà, on fait quand même courir un risque aux patients, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut argumenter. On a une diminution d'espérance de vie de maladie d'Alzheimer. Alors ça, c'était une étude un peu plus récente, mais j'aime bien cette étude-là qui est plus illustrative. 165 patients donc atteints d'un maladie d'Alzheimer en institution. On fait une extension d'études sur 12 semaines sur l'intérêt de neuroleptique dans les troubles du comportement, en switchant avec un placebo, où on laisse le neuroleptique. Ça se passe entre 2001 et 2004, et à 3 ans, on a 30% de survie des patients qui sont sous neuroleptique versus 59% de survie des patients qui sont sous placebo. On a un mort pour 100 patients traités pendant 10 semaines pour troubles du comportement dans le cadre de la démence. Enfin, quelles sont les conditions du coup à observer avant la prescription du neuroleptique ? Bien sûr qu'il faut prendre en compte donc, toutes les modifications donc, pharmacocinétiques du patient, toutes les interactions médicamenteuses qu'évoquait Philippe Chassagne, attention aux IRS, et donc la coprescription du neuroleptique et inhibiteur donc, de la capture de la sérotonine. Et autre message aussi important, il n'y a pas la place de mettre en route des traitements correcteurs chez le sujet âgé. Alors, pour ceux qui sont intéressés, c'est des choses qu'on peut produire. On avait fait une petite plaquette dans l'hôpital Bretonneau en collaborant justement avec le pharmacien, avec le psychiatre, avec les gériatres, pour donc avoir les bonnes prescriptions donc, des neuroleptiques et vérifier aussi les conditions d'utilisation donc, du neuroleptique en ayant des données sur le QT, sur la fréquence cardiaque, sur la kaliémie, sur les coprescriptions médicamenteuses. Donc ça, c'est des choses qu'on peut diffuser si vous êtes intéressé. Donc, au bout du compte, on peut dire que le bon usage du neuroleptique chez le sujet âgé doit vérifier plusieurs points. Il faut identifier la cible pour laquelle vous utilisez votre psychotrope. Il est important donc, d'avoir une idée sur le contexte de vie et l'entourage propre et apprécier donc, les facteurs déclenchants des troubles du comportement. Il n'y a pas besoin de neuroleptique si la prise en charge est inadaptée, si les dents est épuisées. Donc, peut-être qu'on peut faire autrement. Bien sûr qu'il faut évaluer le risque cardiovasculaire. Il faut chercher les comorbidités somatiques et psychiatriques. Donc c'est très important donc, d'avoir une vision exhaustive de votre patient. Sur le patient et son entourage, en tout cas le patient et l'entourage doit être informé des effets indésirables. Et on doit s'organiser en cas d'apparition d'effets indésirables. Donc les modalités de traitement neuroleptique, le choix de la molécule, la durée, le mode d'administration doivent répondre aux recommandations. Le diagnostic, la prise en charge, le traitement et les résultats attendus ont été expliqués au patient et à son entourage et on doit absolument suivre ce patient et avec l'idée qu'à un moment, on va arrêter le traitement neuroleptique. Donc, le message est simple. Le traitement médicamenteux repose en premier lieu sur les traitements spécifiques. L'utilisation des psychotropes, notamment neuroleptiques, doit être largement reconsidérée. La prescription d'un neuroleptique chez la personne âgée est parfois nécessaire, mais toujours à remettre en cause. Et peut-être qu'on pourrait aussi s'appuyer sur une démarche de décision éthique face à l'agitation et l'agressivité et pas recourir systématiquement aux médicaments. Pour votre sagacité, pour votre réflexion, je vous propose une dernière étude. Les résidents qui vivent en EHPAD, avec plus de 30 médecins pour 100 lits, ont un risque plus élevé d'avoir une prescription inappropriée de neuroleptique par rapport à un résident vivant en EHPAD avec moins de 10 médecins généralistes pour 100 lits. Je vous remercie de votre attention.